Et on pourrait passer des heures avec Jadrino Huot, parce que lorsqu'on parle de Jadrino et de ses voyages, c'est toujours absolument extraordinaire. Oubliez ça, la formule tout inclus, avec le petit drink et le parasol, pas pour lui. Et non plus les jeux en groupe ou les cerfs-volants. Lui, il veut de l'action. Globe-Trotter perdu sur Terre, c'est le récit de son dernier voyage. L'île d'Anticosti, l'Islande, la Jordanie, le Chili, le Pérou, l'Équateur, le Nicaragua, ça n'a rien à voir avec Cancun. Jadrino est avec nous ce soir. Bonsoir, Jadrino. Bonsoir, Daniel. T'as vraiment la piqûre, hein? T'es vraiment une espèce de maniaque, mais un maniaque qui sait bien s'arranger, par exemple. Ben, c'est important, surtout quand on va dans des endroits un peu plus précaires comme ceux que tu as nommés. Il faut vraiment s'informer à fond des risques possibles, des opportunités aussi, pour vivre à fond l'aventure. Parce que lorsqu'on parle, nous, bon, on regarde des brochures, ben, pour certains d'entre nous, il y en a d'autres qui risquent plus. Mais dans votre cas, est-ce que vous tournez le globe terrestre, Jadrino, puis tu mets le doigt sur une destination, tu dis, je m'en vais là. Qu'est-ce qui te stimule et pourquoi tu choisis ça en particulier? C'est plus un jeu d'art que j'ai. Que j'en sais. C'est le fun. Non, mais souvent, j'ai des objectifs. J'ai certaines cibles sur mon radar, mais ça va dépendre du temps de vacances, du budget, de la période de l'année, parce qu'il faut faire avec les moussons ou les saisons de pluie ou les saisons sèches dans certains endroits. Donc, il y a plusieurs endroits qui sont toujours sur mon radar et après, je vais y aller un peu selon l'inspiration du moment. Mais là, c'est intime un peu, tu as une petite amie. Alors, elle te rejoint parfois à différentes destinations où tu vas. Ça arrive où tu dis à ta petite amie, regarde, je suis parti pour les 6 prochains mois au Népal. Oui, bien, à ce niveau-là, ce que je fais habituellement, c'est que je vais faire les parties plus difficiles en ajustant mes voyages pour qu'elle puisse venir me rejoindre à certains endroits. Comme par exemple, le Guatemala et le Nicaragua, je l'ai fait seul et elle est venue me rejoindre au Costa Rica. On est allés ensemble pour la première fois, c'était son premier voyage, elle, en Asie du Sud-Est l'année dernière. Donc, elle a un guide privé, dans un sens, c'est un très bon avantage aussi. Mais on voit que c'est un gars de party, parce que ça, c'est un party en fin d'une soirée où vous avez peut-être lancé des tomates. On peut voir Jadrino aussi, où ça a été fort plaisant. Ça, c'est le genre de fête que, bon, regardez, Jadrino est ici, là. Très coloré, hein? Ça a l'air d'être un excellent party. Qu'est-ce que c'est, ça, exactement? Si je peux me permettre, c'est pas un party, c'est un festival en Inde qui célèbre l'arrivée du printemps. Ça s'appelle le Holi. Et ça se passe habituellement fin février, début février, fin février, si ma mémoire est bonne. Et on se lance des pigments de couleur, de la poudre colorée pour justement fêter l'arrivée du printemps. Et là, je dis juste ce qui se passe, ce qui se peut se dire à la télévision, parce qu'il y a bien d'autres choses aussi. Ah oui? Dites-le. Bien, notamment, il y a des enfants qui aiment beaucoup jouer avec des pétards. Et quand on dit Inde, on sait que la vache est sacrée. Donc, des fois, on met les pétards dans les restants de la vache. Et ça fait une belle explosion. Ça, c'est le genre de fête que j'aime, là où il y a de l'action un peu. Mais lorsqu'on regarde toutes ces destinations-là, avez-vous été malade? Parce que vos amis vous appellent un peu... comment est-ce qu'on vous donne? On vous appelle... Indiana Jad. Indiana Jad. Oui. Est-ce que vous avez été malade? Est-ce qu'il y a eu des difficultés? Est-ce que vous avez craint pour votre vie? Craint pour ma vie, non. Parce que pour moi, l'objectif n'est pas d'atteindre le sommet toujours. C'est de pouvoir revenir au pays et raconter cette histoire-là, partager ces passions-là. Donc, pour moi, les risques... Pas de risque, ben, pas de risque inutile. Ou c'est calculé? Oui, les risques sont calculés. Au niveau d'être malade, c'est certain, quand on va dans des pays comme ça, il faut s'attendre à être malade. Donc, encore là, il s'agit d'être prudent et de prendre les précautions nécessaires. La solitude, pour toi, non? Tu te fais des amis un peu partout. Je pense à une destination. Tu es en frontière, je pense, israélo-palestinienne. Et là, tout à coup, il y a un soldat qui te dit stop et qui te demande un lift qui embarque dans ton véhicule. Oui, c'était particulier parce que je ne savais pas pourquoi il m'arrêtait au début. Il y a une barrière de langue toujours. Ben oui. Puis, c'est assez curieux parce que c'était il y a eu une deuxième occasion comme ça où 2 policiers ont fait le même truc. Et je vais t'avouer que moi, j'étais là comme touriste. Et eux voulaient un transport beaucoup plus long que je l'avais cru. Donc, je me suis fâché. J'ai poussé la pédale dans le fond. Puis, je leur ai donné une bonne ride, si tu me passes l'expression québécoise, jusqu'à ce que je leur dise de débarquer, que j'étais là pour prendre des photos, moi, pas pour promener des policiers. Ça fait qu'il y a des risques que je prends, mais peut-être celui-là n'était pas prévisible. Non, mais c'est intéressant parce qu'à te lire, ça se lit d'une façon magnifique. Tu as un sens de l'humour extraordinaire aussi. C'est très bien illustré. Tu racontes des faits et des choses. Est-ce que, d'après toi, on devrait considérer ce livre-là comme un guide touristique pour amateurs de sensations fortes?
Comment est-ce qu'on le voit? Comment tu le décrirais? Moi, je décrirais ça comme un guide d'inspiration, Daniel. C'est pour inspirer les gens à peut-être eux aussi faire des voyages, mais je suis très conscient, comme tu disais tantôt, qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout ce type de voyage-là ou qui préfèrent la plage, le petit drink avec le parasol. Et c'est tout à fait normal et j'en suis même très heureux parce que sans ça, on serait tous au même endroit. C'est ça. Donc, dans cette optique-là, ça peut nous inspirer, mais ça peut aussi nous faire voyager par procuration parce que les endroits que tu as nommés au début, tout le monde en a déjà entendu parler, mais il n'y a pas tous ces gens-là qui vont vouloir y aller. Donc, en lisant ça, surtout avec une forme d'humour, on peut voyager par procuration et un peu mieux s'imaginer comment sont les gens et les endroits. Mais Jadrino, les photos sont absolument magnifiques. Je sais, j'entends les gens, j'entends la question des téléspectateurs, téléspectatrices. Un voyage comme ça a duré combien de temps? C'est pas un voyage consécutif, hein, c'est sur différentes périodes. Et tu l'as dit tantôt, c'est très exigeant au niveau physique, mais aussi mental. Tu pars quoi, 2 semaines, 3 semaines? Minimum 4 semaines jusqu'à 2 mois. 4 semaines à 2 mois. Ouais. Ça peut coûter combien chaque péril? C'est comme tu le fais, toi? C'est assez économique, je te dirais. 70 du budget est le transport. Donc, parle de 2 à 3 000 $. Donc, 2 à 3 000 $, on peut faire un voyage de ce type-là. Il y a un site Internet. Les gens peuvent communiquer avec toi. Absolument. Retenez le cycle. www.indianajad.com. Vous pouvez m'écrire. Le livre est en vente sur mon site. Vous êtes les bienvenus. Hey, Jadrino, vous voulez voyager d'une belle façon, ça peut être votre conseiller également. Demandez-lui des questions, il est là. Le livre Globe-Trotter perdu sur Terre, je le rappelle, disponible dans toute bonne librairie. Allez chercher ça, vous allez adorer ça parce que c'est une façon extraordinaire qu'il a de voyager. C'est un raconteur magnifique et un homme fort agréable. Merci, Jadrino. Merci, Daniel. Mon nom est Daniel Séguin. À demain, même heure, ce soir en rediffusion. Max, Oui, Mimi? regarde ce qu'on en vend cette semaine chez les aliments M&M. Au sport, les sénateurs d'Ottawa sont en action ce soir. On est tous passionnés et surtout curieux quand il s'agit de voyage. Et c'est ce que nous propose le livre Globe-Trotter perdu sur Terre qui a été écrit par Jadrino Huot. C'est un grand voyageur. Il a fait 39 pays aux 4 coins du monde. À chaque page, il vous fait découvrir un coin de pays qui a été peu visité. Comme un guide d'inspiration, j'amène les gens à voyager par procuration, en décrivant les lieux, en décrivant les gens, mais avec beaucoup d'humour. On se trouve 12 récits sur des endroits inusités à travers le monde, où peu de gens ont mis les pieds. Je crois pas que je suis exclusif à certains endroits, mais je l'ai fait d'une façon différente, que ce soit sur un radeau en bambou dans le nord de la Thaïlande ou encore en kayak à travers les icebergs au Groenland. En Jordanie, ça, c'était assez particulier. Je me suis permis d'aller en plein milieu du désert et de me creuser un trou dans le sable pour y passer la nuit. Donc, je me suis assuré de mettre des roches plates là, pour pas que le vent me pousse le sable dans les yeux. C'était une expérience extraordinaire. Lors des voyages, l'écriture a été très importante pour Jadrino afin de bien apprivoiser la solitude. C'est difficile de voyager seul. On n'en a jamais personne avec qui partager. C'est ce que l'on vit. Des fois, on a des chocs de valeurs, aussi des barrières de langue. Donc, oui, je le transmets dans le livre. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire ces récits de voyage-là pour justement me sentir un peu moins seul, partager mes expériences d'abord avec ma famille et amis et maintenant avec le public en général. Si vous avez envie de voyager et de partir à l'aventure, mais à peu de frais, vous pouvez le faire avec le livre Globe-Trotter perdu sur Terre qui est déjà en magasin. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. À demain. Alors, bienvenue à cette dernière représentation sur les Amériques, photoconférence qui parlera aujourd'hui d'Amérique du Sud. Et je vous rappelle dès le départ que ces photoconférences-là sont faites au profit de la Société canadienne de la sclérose en plaques pour la région de l'Outaouais. On vous donnera toutes les coordonnées à la fin de l'émission pour faire un don à cette organisation. Mais sans plus tarder, on vous amène cette fois voyager en Amérique du Sud où vous avez encore une fois des paysages extraordinaires et pour les amants de sites naturels et d'animaux, encore des choses à voir
qui vont vous couper le souffle. On va parler de 5 pays aujourd'hui particulièrement, soit l'Équateur, le Pérou, la Bolivie, le Chili et l'Argentine. On a des choses très belles aussi dans les autres pays dont on ne mentionne pas, notamment la Colombie. On a souvent tendance à l'écarter à cause des mythes qui restent encore sur ce pays-là en tant que producteur de drogue, de trafiquant de drogue, mais ça s'estompe tranquillement. Donc, ne l'écartez pas ipso facto de votre radar de voyage parce que la Colombie a des belles choses à offrir, notamment au niveau de villes coloniales comme Carthagène. Le Venezuela aussi, pour les amateurs de plein air, il y a des belles choses à voir. Il y a des belles plages, notamment l'île de Margarita et toutes les Antilles néerlandaises qui sont au nord. Mais ce qui est le plus spectaculaire, à mon avis, c'est la région de la chute Angel, la chute la plus haute au monde, à 979 mètres, qui se trouve dans le sud-est du pays. On va passer assez vite sur les Guyanes et sur le Suriname. Si vous voulez voir des moustiques, vous allez là, mais à part ça, il n'y a pas de grand-chose à voir dans ce secteur-là. Le Brésil, très grand. L'Amazone, naturellement, un des endroits de prédilection pour les amateurs de faune. On peut l'atteindre soit de l'Équateur ou du Pérou. Donc, encore là, pour les aventuriers en herbe, c'est un endroit où vous devez aller. Et on ne peut pas passer sous silence non plus la ville de Rio de Janeiro, où il y a le fameux carnaval annuel. Paraguay et Uruguay, je vous le recommande quand même, mais c'est plus dans les derniers pays qu'on pourrait voir. Il y a des petites choses intéressantes, mais pas autant d'attrait que des pays dont on va parler aujourd'hui. Le premier étant l'Équateur. L'Équateur qui a des marchés traditionnels très intéressants. Celui d'Otavalo, à mon avis, est l'un des plus beaux en Amérique latine. Vous avez aussi celui de Saquicili, qui est très traditionnel. On en parlera plus longuement tantôt. Et vous avez la fameuse autoroute des volcans qui part de Quito jusqu'à peu près Latacunga au milieu du pays. Vous avez une dizaine de volcans de chaque côté de l'autoroute, dont le plus grand, le Chimborazo, à plus de 6000 mètres. C'est spectaculaire là aussi. Une expérience très particulière que vous pouvez vivre dans ce secteur, c'est à Riobamba. Vous pouvez faire un tour de train, mais en étant assis sur le toit du train, et vous voyez carrément les volcans du toit du train et les enfants qui sont le long des rails aussi pour recueillir les bonbons que les touristes lancent donc aux petits de la région. Donc, sans plus tarder, l'Équateur rime aussi avec une autre chose, les îles Galapagos. Les îles Galapagos, c'est situé à 100 km à peu près dans le Pacifique, au large de l'Équateur. Et malheureusement, je vous dirais, ce n'est pas donné à toutes les bourses. C'est triste parce qu'il y a des très belles choses à voir là, une faune unique, des animaux endémiques qui ne sont retrouvés que dans ce secteur-là. Mais pour un voyage là, de 8 jours, 7 nuits, tout compris, planifier au moins entre 1500 et 2000 $ juste pour aller sur les îles Galapagos. C'est malheureux, mais on tire un peu profit de ce phénomène unique-là au monde. Et aussi, naturellement, il faut penser que c'est en plein milieu du Pacifique. On ne peut pas aller là avec un taxi ou en bicyclette. Donc, les îles Galapagos, plusieurs îles extraordinaires, dont l'île de Bartholomé. L'île de Bartholomé qui fait paysage lunaire, mais aussi qui est le point le plus élevé des îles Galapagos à, tenez-vous bien, 114 mètres. Donc, naturellement, ce sont des îles qui sont volcaniques, qui ont été créées avec le temps. Il n'y a pas de gros sommets ou de montagnes dans ce secteur. Par contre, il y a des animaux, comme je vous le disais, qui sont endémiques, qu'on ne retrouve que là, et surtout qui ne sont pas peureux pour 5 sous. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de prédateurs, sont en plein milieu de l'océan et il n'y a personne pour les attaquer. Donc, un humain, c'est comme un animal pour eux. Ils n'ont pas peur de vous. Il faut même faire attention quand on descend du bateau pour ne pas piler sur une otarie ou pour ne pas marcher dans un sentier sur un nid d'oiseaux quelconque, dont les frégates. Le mâle qui se gonfle, la poche gutturale rouge pour attirer les femelles. Donc, un spectacle assez unique aussi. Les fous à pieds bleus, vous voyez, ce n'est pas peinturé avec de la cico, c'est vraiment leur pied naturel. Vous avez aussi des fous à pieds rouges. Vous voyez le monsieur à droite qui est en train de se pomponner pour sortir avec ses amis. La dame qui va garder derrière le petit
Il y a des fous masqués aussi, une prise de bec en ces deux-là. Donc, plusieurs types d'oiseaux, des albatros aussi que vous pouvez voir sur place et des fous tout court, comme je le dis souvent, parce que je me mets dans des situations particulières. Parce que là, vous voyez des iguanes marines. Donc, des iguanes marines, il y en a plusieurs qui sortent de l'eau, qui vont sur la terre. Et moi, pour les besoins de la photo, je suis allé mettre le nez là. Mais comme vous pouvez voir, c'est une espèce de plage en sable, en petites pierres très granuleuses, qui peut ressembler à une litière et qui ne fait pas que ressembler à une litière puisque les iguanes font leurs besoins dans ce secteur-là. Donc, quand on a le nez un petit peu trop proche, ça donne des odeurs qu'on pourrait se passer. Vous voyez, je vous disais tantôt, on peut s'approcher des animaux comme c'est quasi impossible. Regardez la proximité de l'otarie, mais faites très attention si jamais vous allez dans un endroit comme les îles Galapagos où il y a des otaries. Les otaries ne voient pas très bien. La façon pour la mère de reconnaître son petit, c'est par le nez, par l'odorat. Donc, si jamais vous touchez à un otarie avec votre main et que votre parfum ou votre sueur va changer son odeur, la mère ne le reconnaîtra plus et va l'abandonner. Donc, soyez, s'il vous plaît, respectueux des animaux lorsque vous allez dans des secteurs comme ça. Les fameuses tortues des Galapagos, ce n'est pas un mythe. Vous me voyez, je ne suis pas des plus petits et on me voit presque pas derrière cette tortue-là. Et cette tortue-là, je vous dirais qu'elle est jeune. Oui, c'est une jeune. Elle a environ 70 ans. Et contrairement aux humains, les tortues, habituellement, grossissent eux autres avec l'âge. La plus vieille est morte l'an dernier en captivité en Nouvelle-Zélande. Elle s'appelait Big George. Elle avait quelque chose comme 150 ans. Donc, le mammifère, l'animal qui peut vivre le plus longtemps au monde, les tortues des îles Galapagos, est assez impressionnant aussi de les voir dans leur nature, pas dans une cage comme on pourrait le voir à certains autres endroits. Je vous parlais tantôt du marché de Sakisili, le marché de Sakisili qui est populaire pour les aliments, mais aussi pour les animaux. Et les gens y vont dans leurs habits traditionnels. Ce n'est pas un cirque, c'est vraiment comment ils s'habillent au jour le jour. Les touristes sont à l'écart et on va vraiment là pour négocier, pour échanger des biens. C'est très coloré au niveau des vêtements et c'est très coloré aussi au marché des animaux parce que là, on va vendre tout ce que vous pouvez imaginer. Des ânes, des chevaux, des vaches, des poules, des lamas, et des cochons dont ils sont amenés habituellement en laisse avec une corde de fortune par les fermiers locaux pour justement vendre au marché. Juste en dessous de l'équateur, un autre pays qui est très populaire pour ses vestiges et ses ruines, surtout Inca, c'est le Pérou. Et naturellement, quand on dit Pérou, on pense tout de suite à la route des Incas et au Machu Picchu. La route des Incas, malheureusement, ça aussi, on peut la faire, mais ça prend beaucoup de préparation et de planification à l'avance parce que le nombre de personnes qui peuvent être sur la route de façon quotidienne, c'est environ 500. Mais de ces 500-là, il y a environ 350 personnes qui sont soit des guides, des porteurs, des cuisiniers, donc des locaux. Donc, il reste à peu près de la place pour 150 touristes. Pourquoi on a fait ça? C'est parce qu'il y avait quelques personnes qui étaient négligentes et qui, justement, jetaient leurs déchets un peu partout sur des sites historiques ou qui faisaient des feux à des endroits où ils n'étaient pas autorisés. Donc, maintenant, le gouvernement oblige d'y aller avec une agence locale. Donc, ce qui fait en sorte qu'on est en train de vivre des situations comme ça. C'est la route des Incas. Vous pouvez le faire, si vous la faites au complet, en 4 jours, 3 nuits. Ça représente 48 km et le point culminant est le Dead Woman Pass à 4200 mètres d'altitude. Donc, pour ceux qui ont le souffle court, c'est pas nécessairement évident, il faut être en forme. Et même quand on est en forme, le mal de l'altitude peut vous atteindre. Il faut y aller très lentement. Et si j'ai un conseil à vous donner, si vous voulez faire la route des Incas, prenez un porteur. C'est 10 $ par jour et au lieu d'avoir le dos courbé comme ça, à vous regarder les pieds, vous allez pouvoir profiter des paysages. Et des paysages, il y en a des spectaculaires, des nuages comme ça accrochés aux montagnes, des ruines Incas et naturellement le Machu Picchu que vous atteindrez au 4e jour. Vous allez monter jusqu'à la porte du soleil à la noirceur, à la lumière de votre frontale et vous allez voir le soleil se lever sur le Machu Picchu. C'est extraordinaire, c'est une expérience que je vous suggère fortement de vivre dans votre vie, carrément unique. Un autre endroit particulier au Pérou, c'est la région d'Arequipa. Arequipa, c'est dans le sud-ouest. Vous avez notamment là le canyon del Colca
qui certains disent est le plus profond au monde. Ça reste à vérifier. Tout le monde se chicane sur quel est le plus grand, le plus profond, le plus beau, le plus loin. Mais quand même, très, très joli, le canyon del Colca. Et aussi le volcan El Misti. Le volcan El Misti, d'ailleurs, le Pérou est à l'honneur sur mes 2 livres, c'est la page principale, la page couverture qui représente le El Misti. Et ça, c'est un campement qu'on a établi à 4800 mètres d'altitude. Donc, ceux qui calculent en pieds, on parle de plus de 15 000 pieds, parce que le sommet du Misti est à 5 822 mètres, ou si vous préférez, à plus de 19 000 pieds. Et on peut s'y rendre très, très difficile au niveau encore adaptation et respiration à cause de l'altitude. Il faut même marcher de façon différente. On n'y va pas en ligne droite. Il faut y aller en zigzag pour être certain d'y aller à petits pas. Monter 200 mètres la deuxième journée, ça a pris 3 heures. Donc, il faut être vraiment patient parce que ça peut être très dangereux au niveau d'une embolie pulmonaire ou cérébrale. Donc, quand on est en altitude, il faut prendre des précautions particulières. À la frontière du Pérou et de la Bolivie, il y a le lac navigable le plus haut au monde qui s'appelle le lac Titicaca. Le lac Titicaca, qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Encore là, des peuples qui sont, je vous dirais, uniques au monde. Je le répète parce que on va cibler dans toutes ces conférences-là, on a ciblé des endroits qui sont un petit peu inhabituels. Et dans ce lac-là, il y a notamment des îles flottantes qui sont habitées par des zuros. Les îles flottantes sont en fait ce qu'on appelle des reefs, c'est-à-dire une espèce de plante qui peut ressembler à une espèce de peau de quenouille qu'on va mettre ensemble et qui va flotter. En fait, à l'époque, les zuros l'utilisaient pour la déplacer d'un endroit à l'autre pour faire leur pêche. Donc, quand il n'y avait plus assez de poissons dans un endroit, on enlevait les cordes, les ancres de l'île et on déplaçait l'île au complet. On n'avait pas besoin du clan Panton pour faire le déménagement. On déménageait l'île plutôt que les maisons. Il y a aussi l'île de Taquilé et l'île del Sol du côté bolivien. Je vais vous parler d'abord du côté bolivien, juste près de l'île del Sol. Il y a une ville qui s'appelle Copacabana. Copacabana, ce n'est pas la ville qui a inspiré la chanson, mais c'est plutôt la ville qui a inspiré le nom de la plage de Rio de Janeiro qui s'appelle Copacabana et qui, elle, a inspiré la chanson. Donc, vous voyez le lien là-dessus. Mais ce qu'il y a de particulier dans Copacabana, c'est qu'à tous les week-ends, il y a la bénédiction des voitures. Là, vous avez tout, les autos, les camions, les taxis, les bateaux, les charrues, nommez-les. Tout le monde arrive là pour faire bénir sa voiture. On la décore de fleurs. Il y a un petit aumônier qui passe de l'encens, comme vous le voyez, autour, dans l'auto, sous le moteur, partout, partout. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait pour fêter? On secoue des bouteilles de champagne, on asperge la voiture, on finit de boire la bouteille de champagne et on quitte. Mais ce n'est pas grave si on est sous parce que notre voiture est maintenant bénie, donc on est protégé des accidents. Et comme vous le voyez ici, on a un curé qui est en train de bénir un taxi. Alors, le petit signe de croix, l'eau bénite sur le moteur qui fume, et voilà, l'affaire est faite. Vous pouvez avoir plein de clients, votre auto est bénie. L'île de Taquilé, moi, c'est un de mes endroits préférés au monde. J'ai vécu des choses extraordinaires. Parce que c'est un peuple qui vit selon des coutumes qui leur sont propres. Ils sont seulement 2000 sur l'île, surtout des agriculteurs et des pêcheurs. Et comme vous le voyez à l'écran, les hommes sont habillés de façon particulière. Vous voyez, on a une espèce de pantalon noir avec des sandales noires, des souliers noirs, une espèce de ceinture fléchée, d'une chemise bouffie blanche qui peuvent nous faire penser aux Grecs de l'époque, et une tuque. Et selon la couleur de la tuque, vous allez être soit marié ou soit célibataire. Et si vous êtes célibataire, ça dépend de quel côté est votre pompon. Si vous êtes d'un bord, vous cherchez. Si vous êtes de l'autre bord, vous ne cherchez pas. Donc, il y a plusieurs choses sur cette île-là qui sont intéressantes. Et c'est une île qui est vraiment communautaire parce qu'il n'y a pas d'hôtel. Tout le monde qui a un lit chez eux met son nom sur une liste. Et à midi, le maire du village sort sur la place centrale et dit qui veut rester pour la nuit. On lève sa main. Ceux qui veulent rester, bien là, c'est au tour de Pedro à accueillir. Tu n'aimes pas Pedro où tu lui trouves la face qui ne te revient pas. Tu n'aimes pas sa nourriture ou sa maison. C'est au tour à Pedro, tu t'en vas chez Pedro. Donc, c'est assez spécial comme île. Moi, j'ai adoré cet endroit-là parce que, notamment aussi, j'ai pu aller visiter la petite école. Vous voyez le costume des enfants. Les enfants qui sont heureux, de bonne humeur, de voir quelque chose ou quelqu'un de différent que leur maître qui leur enseigne la même chose d'une journée à l'autre.
Et vous avez aussi les jeunes filles qui sont vêtues d'une certaine façon. Et sur l'île de Taquilé, toutes les femmes filent la laine. Là, vous allez me dire, c'est sexiste. Non, parce que tous les hommes tricotent. Tous les hommes d'à peu près de partir de la préadolescence jusqu'aux plus vieux vont tricoter et vont faire des foulards, des tuques qu'ils vont mettre dans un marché d'artisanat. Et là, si vous achetez la tuque de Monsieur Untel, il va avoir son nom dessus, 10 % des profits vont aller à Monsieur Untel et le reste va aller à la communauté. Donc moi, j'ai adoré ce type-là. C'est quelque chose qui sort de l'ordinaire et si vous y allez, passez au moins une nuit. C'est ce qui va faire la différence entre un beau voyage et un voyage unique sur l'île de Taquilé. Le Chili et la Bolivie, le sud-ouest de la Bolivie, pour moi, est l'une des plus belles régions d'Amérique latine, de toutes les Amériques et même du monde. Je vais vous montrer des images et je vais vous expliquer pourquoi tantôt, mais dans le même secteur, du côté du Chili, il y a le fameux désert de l'Atacama, un désert très sec où vous allez avoir des couchers de soleil extraordinaires et des paysages vraiment là, désertiques à perte de vue. On peut même faire du surf dans les dunes de sable dans ce secteur-là ou du crazy carpet. Ceux qui veulent se donner à cœur joie, pensez à de la poudreuse à ce temps-ci de l'année, mais surtout en sable. Dans la Bolivie, le sud-ouest de la Bolivie, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les minéraux qui se trouvent dans le sol, vous êtes en altitude à peu près 3000 mètres, donnent des couleurs exceptionnelles au lac.